et tu te déplaces. Allez, go. Allô, allô. Les Narvalos. Alors, Christopher Nolan est, bien qu'étant un réalisateur assez en vogue en ce moment, malheureusement aussi un des seuls qui a autre chose que des chocobons dans le slibard, et qui s'évertue à réaliser des films populaires qui se veulent un peu plus cérébrales que la moyenne. Chose qui est en fait pas si dure que ça au regard du caractère peu exigeant du public de primates qui représente la majorité à séduire. Nolan semble donc chercher à prendre désespérément le contre-pied de cette tendance en proposant des longs métrages à la trame toujours plus alambiquée et complexe. C'est bien que ça ne veuille plus dire grand chose. Cela dit, bien que cela tend vers un bordel indescriptible, sa filmographie fait la part belle à la physique. Et on a quand même là un des rares réalisateurs à se creuser un peu la soupière pour faire des trucs à la fois impressionnants et grand public, mais aussi pas dénués de sens physique. En témoigne Interstellar, qui à ce niveau est très ambitieux, même s'il y a quand même beaucoup de trucs what the fuck au possible, et on aura sans doute l'opportunité d'y revenir dans une prochaine vidéo. Bref, tout ça pour dire qu'en règle générale, la physique des films de Nolan n'est souvent pas laissée au hasard, et encore moins aux stagiaires. Et c'est pour ça que quand on voit ce genre de scène, on peut être tenté de gratter un peu, voir si tout ça a une base solide, ou si ça a été décidé au pif. Alors allons-y. Bon, je vais pas non plus vous faire tout un résumé, le seul truc à savoir, c'est que dans la grande majorité du film, les personnages évoluent dans le rêve de quelqu'un, et qu'il semblerait que les perturbations du sommeil de cette personne influent sur la physique même du rêve. Exemple, quand le rêveur prend de l'eau sur la gueule, il pleut dans le rêve. Ou encore, quand il est en chute libre, il n'y a plus de gravité. C'est ce dernier phénomène que l'on va étudier. Et on va voir que, bien que ce soit intéressant d'un point de vue scénaristique, ça soulève plein de questions d'un point de vue physique. Et les plus malins d'entre vous remarqueront ici que le terme « point de vue » n'a pas été choisi au hasard. Parce que pourquoi ? Bah déjà, la gravité, apesanteur, force centrifuge, etc. Tout ça dépend du référentiel dans lequel on décrit ces concepts. Et oui ! Dans un référentiel galiléen, il n'y a pas de force d'inertie d'entraînement ni de Coriolis. Si l'on regarde la voiture d'un point de vue extérieur, on n'a pas l'impression qu'il y ait une force qui les pousse vers la portière, mais bien que la vitesse de la voiture les catapulte vers l'extérieur. C'est un peu subtil comme concept, mais il est bien primordial. Regardons cet extrait. On y voit quelque chose de somme toute classique. La force centrifuge, ou plutôt axifuge, devrait-on dire ? Eh bien cette force axifuge influe sur le rêve et les personnages expérimentent peut chiffrer ce changement de gravité. On remarque que les luminaires, qui font office de pendule, et l'eau par exemple, semblent être attirés non plus vers le centre de la Terre, mais bien vers un autre endroit. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y ait une autre force F qui semble s'appliquer. On peut mathématiquement poser une gravité apparente, qui serait la somme de la force de pesanteur due à la Terre et de cette nouvelle force apparente, la force d'inertie d'entraînement. Ainsi, tout se passe comme s'il n'y avait qu'une seule accélération de pesanteur dirigée de la sorte. Et, grâce à ces angles, on peut déterminer quelle est la valeur de cette accélération, connaissant la valeur de l'accélération de pesanteur sur Terre, qui est égale à environ 9,81 mètres/2. On trouve cet angle, et grâce à cette formule, on obtient la valeur de l'accélération associée à cette nouvelle force supplémentaire. Maintenant, on veut comparer cette valeur avec celle de l'accélération d'inertie d'entraînement que subit le mec qui rêve. Comme ça, on peut voir à quel point l'environnement autour du rêveur peut influer sur le rêve. Bon, on va devoir faire 2-3 approximations, mais grosso merdo, le van effectue un virage et parcourt ce que l'on assimile à un quart de cercle. Pour connaître l'accélération d'inertie d'entraînement, il nous faut trouver la vitesse du van et le rayon de ce quart de cercle. On va être un peu créatif et on va trouver le lieu de tournage de cette scène. Elle se déroule à Los Angeles, à cette adresse. On reconnaît bien les éléments du décor, le parking, etc. On fait un petit schéma de la trajectoire et on relève les dimensions grâce à l'échelle. On chronomètre l'arrivée sur la route pour trouver la vitesse et on regarde quelle portion du cercle parcourt le van pour trouver sa vitesse angulaire. On trouve qu'il parcourt 90 degrés, donc pi sur 2 radians, durant cette petite durée. Donc, on trouve qu'ils ont la vitesse angulaire d'environ 0,7 radians par seconde. On peut enfin calculer la norme de l'accélération d'inertie d'entraînement, qui, par définition dans un référentiel non galiléen, en rotation autour d'un référentiel galiléen absolu, s'exprime via cette formule. Et on trouve environ 9,8 mètres par seconde moins 2, soit quasiment 1 G, ce qui ferait un angle alpha de 45 degrés. Règle de 3, on remarque que les forces du niveau de conscience supérieur semblent garder leur impact à hauteur de environ 40%, soit un peu moins de la moitié. A priori, le référentiel de référence
choisi par le rêveur pendant son sommeil serait celui du système vestibulaire, qui fonctionne un peu de façon analogue à une centrale inertielle, et aux accéléromètres que vous trouverez dans vos téléphones par exemple. Et tout cela repose, encore une fois, sur la physique associée au référentiel non galiléen. Bon, pourquoi pas, mais ça ne résout toujours pas le problème de l'orientation de ces forces une fois dans le rêve. La centrale inertielle détermine les accélérations selon 3 axes orthogonaux. Dans le système vestibulaire, ils sont orientés comme ceci, mais une fois dans le rêve, il faut bien les placer quelque part. Mais comment? Si on se repère dans le rêve par rapport au rêveur. C'est logique. Bah non, il suffirait qu'il fasse un quart de tour sur lui-même pour que ça change. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Nique ta mère. Du coup quoi? Bonne question. La droite et la gauche? Ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Faut bien que ce soit un de ces trucs-là. Ou alors des directions arbitraires ou aléatoires. D'accord, faisons comme ça. Bon, on a discuté un peu de l'accélération d'inertie d'entraînement, qui regroupe les accélérations axiales, donc les chutes libres, mais aussi les accélérations axifuges. Mais alors quid de l'accélération de Coriolis? Bonne question. Autre accélération apparente dans les référentiels non galiléens, en rotation par rapport à un référentiel galiléen de référence. Et en vrai, ça semble être partiellement le cas, en fonction des plans. En fait, c'est directement lié à l'astuce de tournage qu'ils ont utilisée pour tourner cette scène, un décor monté comme une cage à écureuil, et dans laquelle on retrouve sensiblement les mêmes phénomènes physiques que dans la voiture. Mais donc dans la fiction, ça match plutôt pas mal. Autre souci, c'est quand dans le rêve 2, ils passent en état d'impesanteur, parce qu'ils sont en chute libre dans le rêve 1. Eh bien, ils devraient être fatalement en état d'impesanteur dans le rêve 3, le rêve 2 étant en état d'impesanteur. Et en fait, dès lors qu'un des rêves connaît un état d'impesanteur, il devrait en être de même dans tous les rêves qui suivent. Mais ce n'est pas le cas. Ah, quel emmerdement. On aurait pu voir Leonardo DiCaprio taper des bonds géants comme sur la Lune, à la montagne avec toute sa clique, mais ça aurait apporté un petit cachet à la fin du film. Surtout qu'ils font tout péter. Et même Léonard aurait pu vivre dans les limbes en impesanteur pendant des années. Ça lui aurait fait vraiment chelou de remarcher normal après des années et des années à flotter au calme. Et voilà, on est malheureusement encore passé à côté d'une belle occasion de faire un truc cool. Une dernière chose intéressante, voire la plus intéressante, concernant l'impression de gravité. Cette scène dans l'ascenseur nous illustre parfaitement la force d'inertie d'entraînement et comment on peut simuler une gravité. On est d'accord qu'initialement, il n'y a apparemment pas de gravité. Mais lorsque la charge explose, les corps se retrouvent plaqués au sol, comme si la gravité était revenue. Eh bien, tout se passe comme si c'était le cas. L'ascenseur subissant une accélération, ce qui implique une force d'inertie d'entraînement, orientée dans le sens opposé de l'accélération. Comme quand vous accélérez dans une voiture. Ce n'est pas à proprement parler l'accélération de pesanteur, mais les effets sont les mêmes. Bon, ce n'est sans doute pas la même intensité, et une fois à vitesse constante, devrait plus y en avoir, mais c'est quand même des images sympas à voir, et assez au point physiquement. Et on peut se dire que s'ils ont la gravité au niveau 3, c'est qu'on voit juste la partie qui se passe pendant ce petit laps de temps. L'impesanteur y régnait auparavant. Bref, tout ça pour dire que la physique des films de Nolan est en général assez travaillée et regorge de choses assez véridiques et intéressantes. Il y a un vrai souci du détail qui fait plaisir. Après bon, tu as aussi du grand n'importe quoi comme Interstellar, qui est en fait un copieux foutage de gueule. Mais on verra ça une autre fois. Allez, pouce bleu, abonnez-vous, je m'en bats les couilles, et à plus sous les bus.